Bonjour Lou Bureau. Bonjour. Alors, tu es journaliste et documentariste et tu as réalisé un passionnant documentaire Tranché que l'on présente à War on Screen dans notre sélection Perspective. Est-ce que tu peux le présenter un petit peu? Oui, effectivement, donc je m'appelle Lou Bureau, je suis journaliste et réalisateur, nouveau réalisateur. Tranché, c'est un film qui raconte la guerre en Ukraine avant l'invasion, qui s'appelle Tranché, puisqu'en fait, à partir de 2015-2016, la guerre en Ukraine qui a continué, il ne faut jamais l'oublier, qui continuait, s'était transformée en guerre de tranchées. Et ça, c'était quelque chose qui, moi, en tant que Français, m'avait beaucoup choqué. Forcément, on a des images, on a un référentiel collectif autour de la guerre de tranchées qui est très fort, nous, Français, et donc j'avais voulu m'intéresser de plus près à ce que pouvaient vivre ces hommes sur le front, et en quoi ça consistait pour ces hommes ukrainiens à rester dans les tranchées pendant des mois. Et au moment où vous y êtes, justement, au moment où tu y es, cette guerre, en fait, elle est très peu médiatisée, alors que d'un coup, il y a eu l'offensive de la Russie en 2022 qui a un peu tout bouleversé. Qu'est-ce qui t'a justement amené à traiter ce sujet-là? Paradoxalement, en fait, c'est un peu justement le désintérêt des médias. Parce que moi, je suis journaliste à la base, j'ai fait des études de journalisme, mais j'ai toujours travaillé sur des reportages. Et en fait, quand je suis allé voir en 2018-2019 les premières chaînes pour leur proposer ce film-là, sachant que j'avais un accès privilégié sur ces tranchées parce que je travaillais sur l'Ukraine déjà depuis quelques années, en fait, les médias m'ont tous répondu « ça ne nous intéresse pas, il ne se passe pas grand-chose, le front il est gelé ». Il y avait cette idée que voilà, le conflit en Ukraine n'évoluerait pas dans quelque chose de plus grand. Et c'est exactement le contraire qui s'est déroulé. Et en fait, à partir de ce refus, moi j'ai commencé à me dire, bon voilà, si les médias ne veulent pas te financer un reportage, autant essayer de travailler sur quelque chose qui est presque plus personnel, plus profond, essayer de développer une démarche, une œuvre personnelle. C'est comme ça en fait que j'en suis venu au cinéma, et c'est comme ça que l'idée du documentaire m'est venue, avec des choix esthétiques qui sont assez forts, qu'il faut assumer, étant donné que le film est tourné en 4/3 noir et blanc, qu'il y a une musique de film, etc. Donc tout ça, c'est des éléments que j'avais vraiment pensé en amont. Mais c'est vrai que faire un film documentaire, on n'est plus du tout dans la même démarche, ça prend du temps. Le temps du tournage est beaucoup plus long, et puis même le temps de la production, de la post-production après, c'est tout un univers que j'ai découvert en même temps que je faisais ce film. Et justement, donc tu as réalisé ce film sur 4 mois, je crois, répartis sur une année entière. Comment, justement, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est cette promiscuité qu'il y a de ta caméra avec ces soldats dans leur quotidien. Comment on arrive à capter ce quotidien-là avec la caméra sans paraître peut-être trop intrusif? En fait, il faut savoir que j'ai jamais eu l'autorisation officielle de la hiérarchie ukrainienne pour faire ce film. Je suis passé vraiment par des contacts que j'avais déjà au sein de l'armée. Et en fait, c'est un commandant qui a décidé quasiment de prendre sa propre responsabilité et de m'intégrer à ce bataillon pour que je puisse faire le film. Mais évidemment, c'était une démarche c'était un accès assez extraordinaire, puisque normalement, comme dans toute guerre, en fait, il y a un contrôle de l'image sur le front. C'est-à-dire que généralement, quand un journaliste ou même un documentariste vient sur le front, on a un officier de presse derrière nous qui vient regarder ce qu'on vient filmer. On est sur des positions militaires, donc il y a l'aspect stratégique aussi qui est très important, et on est souvent réduit à peu de choses. On n'a pas beaucoup de possibilités d'action sur le terrain. Et là, moi, j'avais le droit de vivre avec eux, en fait. J'ai partagé leur quotidien en vivant avec eux, en dormant dans les tranchées, en dormant dans les bunkers. Et c'était la première fois qu'eux, avec quelqu'un d'extérieur, en fait, vraiment avec eux, sur tout le temps du tournage. Et puis 4 mois, faut le dire, c'est très très long, en fait, pour quelqu'un qui passe son temps dans des tranchées, parce qu'on est sur un front de guerre, et forcément, il y a des risques qui sont pris. Et en fait, la plupart des journalistes, quand ils couvrent la guerre, ils restent 1 ou 2 journées sur le front, et puis ils s'en vont. Et quelques heures. Là, on était dans une démarche qui était totalement différente, et je pense que le film s'en ressent. C'est comme ça que j'arrive à capter le quotidien, l'intimité des soldats, et c'était ça que je voulais montrer. C'est un film qui raconte la vie d'homme sur le front. Ouais. Si j'étais pas capable de rester avec eux tout le temps, ça n'aurait pas marché. Et c'est aussi le fait que je sois avec eux tout le temps qui leur a permis petit à petit de se libérer et de comprendre vraiment ce que moi je venais faire avec eux. Ouais. Et il y a un paradoxe assez fascinant, c'est que d'une part, c'est vraiment un film de guerre, mais finalement sur l'attente de la guerre, puisque finalement on voit surtout qu'il y a cette ombre de la mort qui semble permanente. Et ce que je trouve passionnant, c'est comment ils essaient de s'en détacher, que ce soit avec la présence presque enfantine d'animaux de compagnie ou des sessions de jeux vidéo qui sont globalement des jeux vidéo de guerre. Est-ce que tu as été surpris justement par la tournure de ce quotidien? Je le savais parce que j'avais déjà été plusieurs fois sur le front depuis le début de la guerre en 2014 jusqu'au moment où j'ai commencé à tourner ce film en 2020. Mais c'est vrai qu'effectivement, paradoxalement, il y a une certaine beauté dans le quotidien de la guerre, parce que ces gens, ils sont en train de risquer leur vie, ils sont sur le front, et quand on risque sa vie, ce que je raconte souvent, c'est qu'il n'y a plus de faux semblants, on n'est plus là à mentir sur le personnage qu'on pourrait être. C'est des choses qui sont très crues, c'est des sentiments qui sont délivrés, qui sont très forts tout de suite, parce que ces gens-là font face à la mort. Il n'y a plus
de tricherie entre parenthèses. Et ces choses-là, on les retrouve dans d'autres quotidiens sur la guerre. Mais c'est vrai que dans les tranchées, qui est un environnement à part entière, dans lequel ils vont devoir vivre pendant très longtemps, c'est d'autant plus mis en valeur. Et puis voilà, c'était quelque chose que tout le film raconte. Comment est-ce qu'on crée une normalité dans un univers qui n'est pas normal, qui est l'univers des tranchées. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que quand les journalistes viennent travailler sur le front, ils sont dans quelque chose de très informationnel. Quelles sont les positions, quel type de calibre des armes est utilisé, voilà. Alors que moi, j'étais venu raconter leur vie à eux. Et ça, ils l'ont compris aussi. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, ils ont compris que moi, j'étais venu dans une démarche totalement différente et qu'ils l'ont accepté et qu'ils se sont aussi ouverts à moi. Ouais. Alors, il est important de préciser qu'avant de risquer ta vie en Ukraine, déjà, tu as vécu un autre traumatisme assez particulier, puisqu'en 2017, tu as été incarcéré en Turquie suite à un reportage que tu avais dédié quelques années plus tôt à une milice kurde qui était considérée terroriste par l'État turc. Comment une telle expérience, justement, t'a aussi permis, en arrivant sur Tranchées, à remettre en perspective l'importance du métier de reporter de guerre? Ouais, bah en fait, tout part de là presque, parce que j'ai commencé à couvrir l'Ukraine en 2013, mais c'est vrai que je faisais beaucoup d'autres pays, notamment des pays du Moyen-Orient, étant donné que j'y avais vécu pendant 2 ans. J'ai commencé ma carrière en couvrant la révolution arabe en Égypte. Et en fait, à partir de 2017, il y a eu cette expérience de la détention en Turquie qui m'a profondément bouleversé, qui a changé aussi mon rapport au terrain, à mon métier de journaliste. Et en fait, j'ai retrouvé énormément de similarités, paradoxalement, dans l'univers des tranchées et l'expérience que j'avais vécue dans la prison. Il y a une sorte de promiscuité, d'enfermement psychologique et même spatial, parce qu'en fait, les soldats, quand ils sont engagés, ils n'ont pas le droit de sortir de ces tranchées, ils doivent tenir leur position, ils restent dans les bunkers. Et en fait, je me suis dit, voilà, il y avait l'intérêt pour moi qui était très important de continuer à montrer que la guerre avait lieu en Ukraine, qu'elle n'était pas une guerre vraiment gelée. Pas du moins, on utilise souvent le mot larvé, mais même ça, je trouve que c'est peu par rapport à l'intensité des combats qu'il y avait. Et voilà, après, ça a fait sens aussi par rapport à ma propre expérience. Et je pense aussi que ma détention en Turquie m'a fait aussi me rendre compte des risques que j'étais prêt à prendre pour des raisons précises ou pas. Et sur l'Ukraine, qui est un pays qui m'est devenu cher, ça a été effectivement quelque chose que je voulais vraiment faire, voilà, montrer que la guerre avait toujours lieu. Et ce qui est paradoxal, parce que c'est que maintenant on est dans une invasion totale et que la guerre a lieu partout, quasiment sur le territoire ukrainien, alors que c'est vrai que maintenant tout le monde est au courant, on en parle partout dans les médias. Mais on oublie un peu, voilà, que ces dernières années, le conflit avait toujours lieu, et qu'il n'était pas du tout gelé. Ouais. Et moi, c'est ce qui me marque limite le plus dans le film, et dès les premières minutes, c'est cette l'idée qu'on se fait de la guerre contemporaine, surtout avec la Russie, la menace du nucléaire, l'utilisation d'armes technologiques, même la question des drones, ce genre de choses-là, qui sont en plus très prégnantes dans les thématiques de notre festival. Et toi, tu arrives avec un film sur un conflit hautement contemporain, mais justement avec cette imagerie des tranchées, ce retour à quelque chose qui nous évoque forcément 14-18, surtout dans une région comme la Marne qui a été marquée par ça. Comment tu perçois justement ce paradoxe, limite ce retour à une guerre d'antan presque? Bah, c'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, dans notre imaginaire collectif, on a cette idée que la guerre de tranchées, ça appartient au siècle dernier, alors qu'en fait, la tranchée, c'est avant tout une tactique défensive militaire, c'est-à-dire on construit des trous parce qu'on a besoin de se protéger de l'armement et de l'artillerie adverse. Et en fait, on le retrouve encore aujourd'hui, même si on est sur une guerre de mouvement, encore aujourd'hui, on retrouve en fait des tranchées qui sont construites un peu partout parce qu'un soldat, quand il est envoyé quelque part et qu'il doit tenir une position, en fait, il n'a pas d'autre choix que de construire un trou. Et petit à petit, le trou devient un début de tranchée. Puis petit à petit, on fait se rejoindre les tranchées avec de nombreuses ramifications. Et c'est vrai qu'on est surpris, en fait. Et moi, ça a été mon premier rapport au film. Ça a été l'idée de se dire, je suis français, ces images-là me parlent, me choquent aussi quelque part, parce on connaît tous l'histoire de la Première Guerre mondiale et à quel point elle a été atroce et horrible. Et que ça puisse se reproduire dans un autre pays, qui plus est en plus pas si loin de la France, effectivement, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait la matière à un film. Et c'est aussi assez intéressant parce que dans la culture ukrainienne, eux, la Première Guerre mondiale, n'ont pas du tout vécu les mêmes événements. Et quand je leur parlais des tranchées à proprement parler, eux, ça leur évoquait rien du tout. Ils me disaient, oui, enfin, on a creusé des trous parce qu'on a besoin de vivre dedans, c'est tout. Alors qu'en fait, nous, je leur montrais des images des tranchées, des poilus, etc. Et quand ils me disaient, en fait, mais ils vivent exactement de la même manière que nous. Et ça, ce parallèle, cette similarité entre les deux guerres, elle est extrêmement forte.
Et c'est vraiment l'objet du film, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Tranché. Ouais. Oui, et c'est même, enfin, tu as ces travelling passionnants où tu suis les personnages de dos, justement, longés, des fois pendant de longues minutes, c'est tranché, et on se dit d'un coup, on est chez Stanley Kubrick, en fait, on est de retour dans les Sentiers de la Gloire, c'est assez Bah oui, impressionnant. parce que du coup, il y a eu énormément d'œuvres cinématographiques qui ont traité de la guerre de tranchées, donc du coup, j'avais beaucoup d'éléments de comparaison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans mon travail de documentariste, c'est qu'au cinéma, on est libre en fait de tenir le propos, de l'assumer et de dire voilà, j'ai choisi de rester qu'à cet endroit-là pour montrer cet aspect-là. Et donc effectivement, je me suis inspiré de beaucoup de films de fiction pour faire une œuvre qui est au final une œuvre documentaire. Mais c'est ça aussi dans le cinéma documentaire, c'est tout est possible et on est dans quelque chose de très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'alors en tant que journaliste. Les reportages télévisuels où on est là beaucoup plus dans un cadre qui est codéifié, avec une voix off, avec une manière de montrer l'action, ces choses-là. Et ça m'a énormément libéré, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film, paradoxalement, même si le sujet du film est bien sûr pas très joyeux. Ouais. Et souvent, on a l'habitude des documentaires de guerre qui arrivent bien après le conflit, ou du moins qui ont vraiment un recul sur la situation. Là, tu fais un film qui a été tourné en 2020 et qui sort cette année alors que effectivement le conflit a pris une ampleur particulière. Comment toi, justement, même à l'aune de ton film, tu perçois l'évolution de la guerre en Ukraine? J'étais déjà convaincu, et les soldats aussi l'étaient, que le conflit pouvait dégénérer dans une ampleur nouvelle, parce que même à l'époque, en fait, à partir de 2015-2016, quand les fronts se sont stabilisés, il y avait quand même deux armées occidentales qui se faisaient face. On était quand même dans un rapport militaire qui était extrêmement élevé, qu'on retrouvait sur nul autre conflit en fait dans le monde. D'un côté, il y avait l'armée russe qui a toujours été là aux côtés des séparatistes, et de l'autre côté, l'armée ukrainienne qui a considérablement développé sa propre armée pendant ces années-là aussi. Donc en fait, à partir du moment où vous avez deux armées très puissantes qui se font face, les cessez-le-feu et toutes ces choses-là, ils peuvent voler en éclats à n'importe quel moment, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors on a quand même été surpris de l'ampleur de cette invasion, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la guerre surgisse partout sur le territoire ukrainien, et que les Russes essayent par exemple de prendre même la capitale Kiev. Mais tout le monde était convaincu qu'effectivement le conflit en Ukraine n'était pas gelé, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que nous, on n'en parlait plus dans nos médias, mais eux, dans leurs médias, en Ukraine, les reportages d'actualité sur la guerre ont toujours continué depuis 2014. Cette guerre, pour eux, n'a jamais été gelée. Il y avait cette envie aussi des Ukrainiens de raconter cette guerre à travers aux médias français, aux médias européens, parce qu'eux voulaient qu'on en parle, eux voulaient qu'on trouve des solutions pour mettre fin à cette guerre. Et malheureusement, on a un peu regardé autre part. On a laissé les événements se dérouler comme si en fait ça allait rester gelé pendant encore des dizaines d'années, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ouais. Et enfin, du coup, ton film accompagne d'autres films qu'on a dans nos diverses sélections autour de la question de l'Ukraine, ce qui, bon, est toujours un peu malheureux, mais pour un festival comme le nôtre, qui est en fait cette actualité-là qui nous rattrape, alors que souvent, en plus, on essaie toujours de parler plutôt du passé, pour justement éviter que le passé ne se répète, mais là, ça y est, on revient à une actualité de la guerre. Qu'est-ce que ça te fait aussi de présenter ce film, du coup, à un festival comme War on Screen? C'est super, et puis en plus à War on Screen, vous êtes quand même pas très loin des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est un peu plus au nord, mais effectivement il y a une histoire très particulière aussi dans cette région qui a vécu la guerre, réellement la Première Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre ensuite qui a été très durement touchée, donc c'est vraiment intéressant. Et puis quand j'en parle avec les spectateurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des expériences passées de la guerre, surtout des vieilles personnes, qui en fait sont très alarmés presque par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui se posent beaucoup de questions, comme des réminiscences de ce qui arriverait. J'ai une vieille dame qui m'a demandé un jour, qui devait avoir 85 ans et qui avait des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et qui m'a demandé: mais est-ce que vous pensez que la guerre pourrait revenir en France? Et j'ai trouvé ça très spécial, très touchant. Je me suis dit, cette génération-là a encore des fragments de la guerre quand la nôtre n'en ont plus du tout. Mais voilà, donc c'est très important de continuer à parler de ça. Et effectivement, le film maintenant est actuel. Il n'aurait pu ne pas l'être, mais c'est malheureusement le résultat de ce qui s'est passé ces 7 derniers mois. Mais la guerre en Ukraine n'est pas prête de se terminer maintenant, et il y a encore beaucoup de choses qui, à mon avis, vont se passer. Ouais. En tout cas, nous, on est très contents de pouvoir passer un film aussi essentiel justement au festival et aussi précieux. Donc merci beaucoup Lou pour ton film. Merci à vous. Et merci d'être là.